Je pense qu'en moment de stress, j'arrivais à performer. Si je donne le maximum de ce que j'ai à donner, je peux pas être déçue, là. Quand vous êtes en U17, il y a les qualifications pour la Coupe du monde qui se mettent en place. Vous jouez au Guatemala, tu commences le match sur le banc. Ramène-nous un petit peu au Guatemala. Comment que ça se déroule, ce camp-là? 1-1 à la demi, c'était inacceptable. Ça a changé le cours des événements. Directement quand on est rentré, tu te dis qu'il faut absolument gagner. Puis c'est le fun à la fin du match de se faire reconnaître. T'as quand même pressé pour qu'il y ait des changements qui se fassent à l'intérieur de l'équipe. C'est rare qu'une joueuse de première année va arriver, va dire au coach, je pense qu'on pourrait jouer d'une manière différente parce qu'on a les capacités pour le faire. Exemple, quand on jouait le match, les défenseurs avaient le ballon, mais c'était toujours chercher Valérie, trouver Valérie. Il y avait 3 milieux de terrain disponibles. Si tu fais la passe du milieu de terrain, on avance sur le terrain. Puis moi, je vais avoir le ballon plus haut, puis on va pouvoir marquer. C'est sûr qu'avec les filles, des fois, le coach pouvait nous dire quelque chose, on était sur le terrain, on faisait autre chose, sans que ça apparaisse vraiment, mais on est devenu encore plus possession. Puis je trouvais que je voyais l'amélioration justement parce que... Valérie Sanderson, tu es une joueuse de foot qui, pendant sa carrière, a évolué avec l'équipe canadienne, l'Université de Memphis ainsi que le FC Metz. Dès ton plus jeune âge, tu joueras dans des catégories surclassées et rapidement, les dépisteurs t'intégreront au Centre national de haute performance. Attaquante de formation, tu deviendras la meilleure marqueuse de l'histoire de l'Université du Memphis avec 52 buts. Tu participeras à 2 Coupes du monde junior avec le Canada et tu seras une partie importante de l'équipe du FC Metz qui est passée de 2e à 1re division en 2019. Valérie Sanderson, merci beaucoup d'être sur le podcast Histoire de foot aujourd'hui. Merci à toi, ça me fait plaisir. Valérie, foot, ça doit te ramener beaucoup de souvenirs, mais là, je pense que depuis 1 an, 2 ans, tu as eu des petits soucis, blessures, donc tu joues un peu moins qu'avant, si je ne me trompe pas là. Ouais, je me suis blessée en avril 2023. Ouais. Donc, ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur le côté. Je suis beaucoup le foot, je regarde beaucoup de soccer sur le terrain ou à la télé. Mais non, ça fait partie de ma vie, puis je pense que ça va faire partie de ma vie jusqu'à la fin. Puis tu as une histoire assez formidable qui vaut la peine d'être discutée aujourd'hui. Tu as fait des grandes choses dans ta carrière. Tu as joué maintenant, ou plutôt tu as intégré l'équipe d'Outremont dans les dernières années. Mais au meilleur de tes connaissances, entre ton arrivée à Outremont et le début de ta carrière dans le foot, c'est quoi tes premiers souvenirs avec le ballon? D'où tout ça remonte? J'ai commencé à 5 ans à Boisbriand. Ouais. J'ai joué à Boisbriand toute ma vie jusqu'à 17 ans. Puis, je dirais, les premiers tournois, dans ma tête, j'avais le tournoi de Granby ou les classiques, mais juste jouer pour le plaisir, jouer avec mes amis. J'ai pas de moment particulier, mais c'est sur vers peut-être 10-12 ans que je commence à m'en souvenir. Ouais. Ça commence un peu à être sérieux. Puis, corrige-moi si je me trompe, tu as toujours joué dans des catégories supérieures quand tu étais jeune. Tu étais toujours une coche au-dessus des filles de ton âge. Oui, c'est en U8. Mes parents ils ont dit « T'es un petit peu trop bonne pour sa catégorie d'âge, on aimerait ça la surclasser. » Ouais. Fait que j'ai passé de U7 à U9, puis après ça, je jouais avec les 94 à Boisbriand jusqu'à 14 ans. Puis après ça, là, je jonglais entre le U13 2A puis le U14 3A pour l'aider la catégorie de mon âge à monter dans le 3A. Fait que cette année-là, je faisais l'équipe du Québec, les sélections régionales, beaucoup de soccer avec les U13 et avec les U14. Puis après ça, mon équipe U14-3 s'est terminée. Donc, je suis retournée avec mon âge. Fait que j'ai fait 2 fois les U14. Puis on va y parler dans mon âge. On va y reparler dans quelques minutes de tes péripéties avec les équipes du Québec. Mais toi, quand tu es plus jeune, 9, 10, 11 ans, est-ce que tu t'en rends compte que les choses vont bien ou c'est tes parents qui voient que tu es un petit peu meilleur que tout le monde? Je pense pas que je suis consciente. J'ai du plaisir. Je pense que je marquais des buts dès le jeune âge, mais c'est sûr que mes parents, ils voyaient que j'avais quelque chose de bon, mais je pense pas que j'ai une vision de dire que j'étais bonne dès le jeune âge, non. C'est venu un petit peu avec le temps, avec tes accomplissements. Tu avais de l'évidence que tu pouvais démontrer, qui montrait que les choses allaient assez bien. Et bon, très tôt, tu fais partie des équipes du Québec. Mais moment un peu spécial ici, c'est-à-dire que je pense que tu fais les championnats canadiens avec ton club. Vous avez également une bonne saison. Habituellement, après ces différents
championnat-là, ces différents tournois, il y a des joueurs, il y a des joueuses qui sont invités à faire les camps des équipes provinciales, mais toi, tu n'es pas invité au départ. Tu fais ton petit bonhomme de chemin, c'est les autres joueuses de ton équipe qui sont invitées. Est-ce que ça te vient à l'esprit à ce moment-là ou tu ne sais pas encore vraiment tout ce que c'est les équipes provinciales? Bien, je suis quand même très jeune, j'ai 12 ans. Ouais. Puis je suis invitée à aller aux Jeux du Québec surclassée. Ouais. Puis c'est là qu'il y a les dépisteurs pour l'équipe du Québec vont pour faire des sélections de camp pour l'année suivante. Puis non, j'ai pas été choisie, mais aux sélections régionales, j'ai pas eu beaucoup aux Jeux du Québec, j'ai pas eu beaucoup de temps de jeu. Et j'étais pas au sport-études régional. Donc peut-être ça a joué avec mon désavantage, mais j'avais une bonne saison à Boisbriand. Puis je sais pas c'est qui a donné mon nom, mais au dernier camp, j'ai été invitée pour aller aux équipes du Québec. Puis je sais pas c'est quoi, j'y arrive, pourquoi moi, je suis plus jeune, c'est pas mon âge. J'y vais quand même, puis ça se passe super bien. Puis on décide de m'amener au championnat canadien à Edmonton. Puis non, moi j'y allais parce qu'on m'a dit d'y aller. Là. Oui, j'aime le foot, j'aime ça, j'en mange, mais pour me dire que pourquoi moi ou un autre j'y allais parce qu'on me dit d'y aller. On ne savait pas encore tout ce que ça représentait à ce moment-là. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, Équipe du Québec, vraiment, ça représente les meilleures personnes, les meilleures joueuses de la cohorte de 14 ans à l'école. À l'époque, je pense, toi, tu es même surclassé, qui vont représenter la province au championnat canadien. Peut-être on revient un petit peu à ce dernier camp-là, parce que pour situer l'audience, quand on fait les camps des équipes du Québec, c'est sur la durée, c'est-à-dire que ça va commencer habituellement, comme tu le dis, après les Jeux du Québec, donc fin de l'été, début de l'automne. On va s'entraîner pendant l'automne, l'hiver, le printemps et ultimement le championnat canadien et l'été d'après. Tu arrives donc, j'imagine, dernier camp au moment de l'été. Parle-moi un petit peu de la différence de calibre. Toi qui joues dans le calibre 3A, on sait le calibre est intéressant dans la Ligue, mais quand tu arrives au niveau provincial avec les meilleures joueuses de la province, est-ce que tu sens qu'il y a une bonne différence quand même? Je pense que oui, au niveau peut-être concentration, vouloir gagner puis avoir sa place, mais en termes de... Donc, non, pas vraiment. Comme je suis là, puis je pense que j'avais peut-être la même grandeur que les filles. J'ai pas senti que j'étais plus jeune. Je me suis sentie à ma place. J'ai pas senti que j'étais meilleure ou moins bonne. J'étais dans le moule. Est-ce que je me trompe si je dis que tu as toujours joué avec une très forte sérénité? C'est-à-dire, je t'écoutais parler, j'ai lu beaucoup de choses à ton sujet. On dirait que tu es quelqu'un qui est très, très bien dans sa peau. C'est-à-dire que tu as confiance en ton jeu, tu es capable d'affronter un défi sans trop de nervosité. Est-ce que je me trompe quand je dis ça ou quand il y avait des matchs, au contraire, tu étais très stressé? Ah, pas du tout. Non, tu as raison. Puis j'aime beaucoup l'entraînement puis autant les matchs, mais j'ai une rigueur que, tu sais, je veux impressionner les gens, je veux impressionner les coachs. Fait que je pense qu'en moment de stress ou en moment de performance, j'arrivais à performer. Puis je me disais, tu sais, si je fais ce que j'ai à faire, je pense qu'ils vont apprécier. Bien sûr. Donc, moi, en arrivant à la fin ou pas à la fin, si je suis meilleure, je serai meilleure. Si je suis moins bonne, ça sera ça. Mais je suis quand même consciente de peu importe. Si je donne le maximum de ce que j'ai à donner, je ne peux pas être déçue. Et bon, il y a ce camp-là. Les choses se déroulent bien. Comme tu le mentionnais, tu vas au championnat canadien à Edmonton. Et je pense pas que tu étais supposé beaucoup jouer nécessairement à ce tournoi-là. Mais au premier match, tu joues. Habituellement, je pense que le premier match, on regarde les différentes provinces. Les meilleures provinces vont jouer contre les plus petites provinces au départ pour bâtir un petit peu les cédules des deux côtés. Donc, corrige-moi si je me trompe, je pense que c'est l'équipe réserve, entre parenthèses, qui joue le premier match. Tu joues. Je pense que ça se déroule bien. C'est une bonne impression. Oui, dans le fond, c'est pas réserve, mais c'est peut-être plus le monde qui vont un peu moins jouer pour reposer ceux qui vont jouer les 4 autres matchs. Parce que je pense que c'est 5 matchs en 6 jours ou en 7 jours. C'est un championnat canadien. Si le premier est un peu plus facile, on repose les meilleurs. Donc, moi, oui, j'ai eu ma place, j'ai joué dès le début. Ça a super bien été, assez pour que le deuxième match, je joue contre l'Ontario, puis je suis encore partante. Fait que je me disais, bon, j'ai bien fait. Mais encore là, tu sais, je parle, c'est quoi, 15 ans plus tard, puis je me souviens pas de dire « Ah oui, j'ai bien fait », puis tu sais, je faisais ce que j'avais à faire. Mais c'est factuel si on te laisse sur le terrain.
Ouais. Puis non, c'est ça. C'était 5 matchs en 6 jours. Puis Les bains de glace après les matchs, on se repose bien. Ouais, puis ça a super bien été. Puis le dernier match, c'était contre l'Alberta. Puis il n'y avait pas de finale, demi-finale. On jouait une fois contre chaque équipe. Puis si on gagnait, on avait la médaille d'argent, de ce que je me souviens, ou bronze. Je pense que c'était argent. Puis on a gagné 2-0, puis c'est moi qui ai marqué les 2 buts de ce match-là. Puis il fallait absolument gagner. Puis le moment, comme on en parlait, c'est à la fin du match. Valmy, qui était la coach à l'époque, est tout de suite allée voir mes parents, puis elle a dit « On veut votre fille au CNHP demain. » Puis ma mère, je me souviens, sa réaction, c'était « C'est bon, l'année prochaine, quand ça va être l'heure avec son âge. » Puis Valmy a dit non dans l'école qui commence dans 2 semaines au mois d'août. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, il fallait que je change d'école. Puis moi, c'est sûr que c'était oui dans ma tête, mais je savais même pas c'était quoi. Mais oui, moi, je veux aller jouer au soccer à tous les jours. Fait que j'étais pas par études, j'étais au collège Saint-Sacrement. Fait que là, ma mère a dit, ben oui, on va faire les démarches, puis on va s'arranger pour que tu rentres au CNHP dans 2 semaines. Puis ça s'est fait. Puis je suis rentrée, j'avais 13 ans. Wow. Je jouais avec des filles qui avaient 17, 18 ans, qui avaient des coupes du monde, qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi. C'est le haut niveau qui débute, là. Ouais. Et peut-être pour bien que les gens qui nous écoutent soient capables de comprendre qu'on parle de CNHP, on parle de Centre national haute performance. Essentiellement, c'est les centres de formation au Québec qui va amener les athlètes de haut niveau à jouer avec les équipes canadiennes, à jouer dans des clubs professionnels. Tu intègres le tout, j'imagine, 13 ans, c'était surclassé avec les équipes du Québec U14. Et bon, tu intègres le Centre national. Est-ce que le foot dans ta vie, ça devient plus sérieux à ce moment-là? Est-ce que, tranquillement, il y a un genre de déclic de dire « je suis surclassé, je marque 2 buts dans un match excessivement important des championnats canadiens, je suis invité au Centre national de haute performance. » Tout à l'heure, tu nous parlais un petit peu de cette belle naïveté un peu. On intègre les équipes du Québec, on ne sait pas trop c'est quoi, mais là, j'imagine que ça doit devenir de plus en plus sérieux de ton côté, là. Ben oui, absolument. C'était 5 jours semaine à tous les jours, plus en club 3 fois semaine, plus un match le samedi avec Boisbriand. Est-ce que tu as déménagé à ce moment-là à Montréal? Non, je suis restée chez moi. J'habitais Boisbriand et Deux-Montagnes, puis j'allais à l'école des sources à Dollard-des-Ormeaux. Okay. Donc, beaucoup plus de voyagements, oui. Mais non, j'ai pas eu à déménager. Tu es resté au même endroit. Puis, 5 entraînements semaine, comme tu nous dis. Le niveau, est-ce que là, comparativement aux équipes du Québec, tu vois une différence? Là? Absolument. Oui. Puis là, c'est vraiment les meilleurs de chaque âge. Puis, dans le temps, c'était 7, 8 par âge. Donc, tu n'avais pas 50 joueuses où que le niveau peut être différent. Mais non, c'est sûr que c'était le plus haut niveau qu'il y avait au Québec. Puis, j'étais contente de faire partie de ceux-là. Puis oui, rapidement, je voyais mon niveau augmenter juste dans ma technique, tactiquement, techniquement, propreté, tout s'est amélioré vraiment vite, ouais. C'est contagieux, jouer avec les meilleures joueuses. Ouais. Puis j'ai jamais perdu le goût. Tu sais, oui, c'est beaucoup. Je regarde ça maintenant, puis je suis un peu contente maintenant avec le PEF, puis le CF Montréal. Eux, c'est une entité, une équipe qui joue en PLSQ. Nous, on devait faire 5 pratiques plus 3 pratiques en club. Le soir, ça fait 2 pratiques par jour. Plus les matchs le samedi. Je pense que ça en fait un peu trop pour un athlète. Puis maintenant, c'est un peu mieux. Encadré, je dirais, ouais. Comme on disait, toi et moi, avant le podcast, on dirait que chaque génération a son travail à faire pour faire en sorte que la prochaine génération ait des meilleures infrastructures. C'est un peu ce qui s'est déroulé un peu de ton côté également, là. Ouais. Mais je pense que les infrastructures étaient vraiment bien, là. On était super bien traités. C'est sûr qu'il y en a beaucoup de bonnes joueuses qui ont sorti du CNHP. Puis ça reste une évolution. Comme à chaque année, ici, on essaie toujours d'être meilleur. Puis c'est le fun de voir l'évolution qui arrive. Exact. C'est fantastique de voir un club comme le CF Montréal, certes, mais également, on vient d'avoir l'annonce il y a quelques jours de ça. On enregistre le podcast le 1er juin 2024. Il va y avoir une équipe féminine professionnelle à Montréal à l'été 2025, si je ne me trompe pas, au printemps 2025. Donc, belle évolution de voir tout ça. Ah oui, c'est sûr. On en avait entendu depuis novembre-décembre 2022. Donc, oui, on savait que ça s'approchait, mais encore là, c'est plus jamais concret tant qu'on le voit pas. Bien sûr. Puis, il est temps, là, comme tu regardes les top 10 ligues au monde, ont une ligue professionnelle, sauf le Canada. Tu te dis, puis Canada est champion des Olympiques. Ouais. Il y a des
critères qui fait en sorte qu'on mérite une ligue, dont un, c'est de gagner, puis on le fait. Donc, je pense qu'il y a des points juste valides à avoir une ligue, puis je suis vraiment contente qu'il y en ait une, enfin. Et bon, on revient un petit peu à ton parcours. Donc, tu rentres au CNHP à 13 ans, tu fais les équipes du Québec à 14 ans. Et je pense que tu as une première sélection avec les équipes nationales à 15 ans. Un camp ici qui se déroule. Comment on se sent quand on reçoit un email, un appel du coach des U15 de l'équipe féminine Bien. nous demandant qu'on veut... je me souviens juste de prendre l'avion. On est 5 Québécoises qui prennent l'avion ensemble, pas de parents, on s'en va en Floride. Pendant 10 jours, juste jouer au soccer, pas d'école. C'est le rêve, ça. C'est un trip, là, ouais. Puis, tu sais, oui, t'as 15 ans, c'est un peu l'inconnu. L'inconnu qu'on parle pas anglais non plus. Tu sais, on se débrouille, mais c'est vraiment comme... C'est nouveau, puis encore là, ça s'est super bien passé. C'est comme, un rêve, mais encore là, je sais, j'y vais parce qu'on m'a dit d'y aller. Tu sais, c'est pas comme, il faut absolument que je sois là, mais je suis le cours des choses. Je vais où qu'on me dit d'aller, puis c'est toujours des belles choses. J'aimerais parler un peu avec toi de ta position sur le terrain parce que tu es attaquante de formation, mais clairement, il y a eu des changements de position un petit peu dans ta carrière. Des fois, on te faisait jouer au numéro 10, des fois, on te faisait jouer derrière l'attaquante centrale, des fois, on t'a même fait jouer au milieu de terrain. Quand on te fait ta première sélection, quand tu rejoins ta première sélection de l'équipe canadienne à l'âge de 15 ans, est-ce que c'est pour jouer devant? Oui. C'est pour jouer devant. Ouais. Tout le camp, j'ai été seulement en attaquant de pointe. J'ai pas été au milieu, non. Comment ça se déroule, ce camp-là? Est-ce que tu te rends compte que peut-être tu es une des meilleures joueuses au pays? Je sais pas. De ta courte d'âge? Ben... Logiquement, peut-être que oui. Mais oui, j'ai le niveau. Puis avec les filles qui sont en ce moment, quand, exemple, on a un match, puis j'ai réussi à marquer 2-3 buts, je me dis que je suis à la bonne place, oui. J'imagine. Quand tu es une attaquante et tu es capable de marquer des buts, habituellement, c'est la confirmation qu'on est au bon endroit. Oui. Puis en U15, il n'y avait pas nécessairement de compétition, donc on a joué quelques matchs contre des universités. Mais oui, je pense que je faisais partie des meilleurs, mais c'est dur à dire si j'en ai pas vu d'autres ou de se comparer. Et bon, si on continue un peu avec l'équipe canadienne, tu as ce camp en U15, mais je pense que ça devient vraiment sérieux à tes 17 ans. Donc, quand tu es en U17, donc peut-être que tu as 16 ans à ce moment-là, mais tout de même, quand vous êtes en U17, il y a les qualifications pour la Coupe du monde qui se mettent en place. Et je pense que c'est là qu'il y a eu vraiment une belle avancée de ton côté avec les équipes nationales. Vous jouez au Guatemala pour les qualifications. Tu commences le match sur le banc. Le match est 1-1 à la mi-temps. L'autre équipe, d'ailleurs, marque le premier but. Vous revenez au score. Et là, tu rentres en deuxième mi-temps, puis je ne sais pas ce que tu avais mangé, mais tu marques pas 1, pas 2, mais bien 3 buts pour aider l'équipe canadienne dans sa qualification. Ramène-nous un petit peu au Guatemala. Comment que ça se déroule, ce camp-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es capable de marquer 3 buts aussi rapidement que ça? Ça s'est super bien passé, la CONCACAF. Je pense que c'était 3 matchs pour se qualifier pour les demi-finales. On avait gagné nos 2 premiers matchs. Il fallait absolument gagner le 3e match. Puis le Guatemala était une équipe un peu plus faible que les autres équipes. Donc, encore là, ils ont reposé les meilleures joueuses, dont moi, je faisais partie des filles qui reposaient. Puis, on était supposé gagner par beaucoup. Puis, 1-1 à la demi, c'était inacceptable. Puis, le coach sonne le signal d'alarme. Ouais. Puis, on est 2-3 joueuses qui est rentrées à la demi. Puis, ça a changé le cours des événements directement quand on est rentré. Et comme tu dis, j'ai marqué des buts. Mais c'est sûr, c'est un vraiment, vraiment bon souvenir. Là. J'ai revu les highlights sur YouTube. Puis non, c'est gros. Là. Tu te dis, il faut absolument gagner. Puis je suis la différence. Puis c'est le fun à la fin du match de se faire reconnaître. Mais surtout quand tu es une attaquante. Hein, c'est comme je le disais un petit peu plus tôt, c'est la confirmation. C'est en dedans de toi, tu veux toujours marquer un but. Tu disais un truc, puis on va continuer un peu par la suite avec les qualifications pour la Coupe du monde U17, parce que je pense que ça a été assez fascinant, un moment important dans ta carrière. Tu regardais les highlights sur YouTube. Est-ce que tu regardes un peu des faits marquants, des fois en vidéo, juste pour avoir des souvenirs de ces périodes-là? Oui. Souvent, quand j'échange des conversations avec les gens, avec toi, avec d'autres personnes que peut-être qui n'ont jamais vu les vidéos, c'est le fun de revoir ces exploits. Puis il y a surtout des moments qu'on va en parler un peu plus tard, mais quand j'ai joué au Canada, puis t'as une foule de 50 000 personnes, puis
Non, c'est impressionnant. Puis c'est ça aussi que la beauté. Comme maintenant, on est rendu en 2024, puis tout est télévisé, tout est vidéo. Moi, dans le temps, tu regardes Boisbriand, des médailles, j'ai pas de vidéo, il n'y avait pas de caméra qui filmait. Mais au moins, même en 2017, j'ai pas tant de vidéos non plus, mais en U20, en 2014, ça commençait un peu plus les réseaux sociaux. Mais c'est sûr que c'est le fun de revoir des performances. J'imagine. J'ai écrit mon nom, puis j'ai les buts. Fait que c'est le fun de revoir les vidéos. Ouais. Et parlant de fait marquant, après ces 3 buts contre le Guatemala, vous vous rendez dans un match important. Important de situer les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est-à-dire vous vous rendez en demi-finale de la CONCACAF. Ouais. Et si vous vous qualifiez pour la finale, si vous gagnez, vous vous rendez en finale, vous vous qualifiez pour la Coupe du Monde. Donc, la finale, pas qu'elle est moins importante, mais le plus important de cette compétition-là, c'est de se qualifier pour la Coupe du Monde. Ouais. Vous jouez contre le Mexique. C'est 0-0 pendant un certain moment. Et encore une fois, tu deviens décisive. Ramène-nous un petit peu à ce match-là. Oui, c'est ça, comme tu l'as dit. Je pense que c'est 12 équipes à la Coupe du Monde, puis il y en avait 2 de la CONCACAF, fait qu'il fallait absolument gagner la demi-finale. Je me souviens un petit stress qu'il faut absolument gagner, mais on était de niveau. Je pense qu'on était même meilleur que le Mexique. Puis le but est venu tard en deuxième demi. Exact. C'était un tir, j'ai pris le retour, puis c'est fou. Comme juste le moment de dire que c'est moi qui ai marqué, on gagne 1-0, puis on est qualifié. Il y avait eu un article justement à Laval que j'avais fait la page. Valérie qualifie le Canada. C'est juste ça, c'est comme... Wow. C'est moi qui ai fait ça. C'est impressionnant, mais comme ça reste l'équipe qui est qualifiée, puis un bonus que c'est moi qui ai aidé. Mais c'est sûr, c'est des très beaux exploits. Là. Ah, j'imagine. Par la suite, il y a la finale. Je pense pas que vous la gagnez, la finale, mais tout le plus important est fait. Le plus important était ailleurs. Vous allez en Coupe du Monde. T'es U17, on s'approche un peu de l'équipe senior. Le coach, John Orman, à l'époque de la sélection féminine, j'ai cru comprendre qu'il t'envoie un petit message pour te féliciter. Est-ce que tu sens que tes contacts avec l'équipe senior sont de plus en plus proches? Je pense pas, mais c'est vrai qu'il m'a envoyé un email après avoir marqué 3 buts. Mais non, je pense que je suis juste contente que le coach de l'équipe nationale voit les exploits de U17. Mais à dire que je me rapproche de l'équipe nationale, je pense pas que j'avais eu cette réflexion-là, non. Pas encore. Non, pas encore. J'imagine que ton focus est sur la Coupe du Monde à ce moment-là, parce qu'après la qualification, la Coupe du Monde s'enchaîne. On est en 2012. Ouais. Tu te blesses un peu avant la compétition. Pas nécessairement une grosse blessure, mais quand même, je pense que c'est 3-4 jours avant le premier match, tu as une blessure. Tu ne pourras pas jouer le premier match qui est devant 45 000 personnes, c'est ça? Oui. Il y avait un match amical 3 jours avant la Coupe du Monde contre la Chine. Puis j'ai fait un tête-à-tête avec une Chinoise, puis ça m'a ouvert la tête, j'ai eu des pointitures. Puis le médecin a décidé que je jouerais pas le premier match, puis je pense que ça faisait quand même du sens. Mais est-ce que tu es stressé pour le reste de la compétition, de dire que tu ne pourras peut-être pas jouer le reste de la compétition? Non, j'ai sûrement eu une commotion, mais à ce temps-là, je pense pas que c'était tant regardé. Mais non, c'est sûr que j'allais jouer, peu importe. On s'entend qu'on peut pas rater le Coupe du Monde. Non, mais j'avais pas de douleur. Moi, je pensais même jouer le premier match, c'était par précaution que j'ai pas joué. Fait que ça me donnait un autre 4 jours de repos. Puis non, le deuxième match, j'ai joué comme si rien n'était. J'avais pas peur, j'avais pas de douleur. Fait que j'ai manqué, oui, le premier match, mais j'ai pu jouer les 2 autres matchs après. 45 000 personnes. Ouais. Mais c'est juste le match d'ouverture en Azerbaïdjan, il y avait 45 000. Il y avait le spectacle d'avant-match et tout. Puis après ça, je pense que les autres matchs, c'était des stades un peu plus petits, mais c'était quand même beaucoup, beaucoup de monde. Là. C'est quoi la différence entre jouer devant 45 000 personnes ou de jouer devant 2-3 000 personnes? Un stress, tu veux pas avoir l'air de la personne qui rate ou toute la foule a vu que tu as raté ta passe. Je pense que tu n'as pas le choix de t'appliquer, mais ça te ramène de l'autre côté que quand il y a moins de monde, faut pas se laisser aller non plus. Là. Fait que j'essayais de voir un peu des 2 côtés, mais ça m'a pas tant influencé dans mon jeu. Peut-être plus le côté sérieux. Je sais que telle personne me regarde, je vais faire attention ou je vais me donner plus. Ça, c'est sûr que j'ai toujours eu ce côté-là. Quand je suis avec une personne importante ou quelqu'un que je veux qu'il me regarde, je veux performer plus. Là, ça, c'est sûr. Puis d'ailleurs, on en parlera dans quelques minutes de ton entrée à l'université, mais est-ce
à cause de l'idée que je veux amener à ton attention sur un petit peu les dépisteurs qu'il peut y avoir dans une Coupe du Monde. C'est sûr et certain que ton idée était claire que tu t'en allais à l'université, mais qu'est-ce qu'on vous dit à vous, les joueuses, pendant cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on vous dit spécifiquement, soyez prêtes? Il y a des dépisteurs d'un petit peu partout dans le monde qui regardent pour les meilleures joueuses. Est-ce que ça vient en tête déjà de se dire, c'est peut-être le début d'une carrière qui va être assez importante pour moi. Je dois faire bonne impression. Est-ce qu'on vous met en garde de ça, qu'il y a des gens très importants qui ont des pouvoirs excessivement importants dans des grands clubs qui sont peut-être en train de vous regarder? C'est une bonne question. Je dirais qu'en 2017, U17, non. Mais le point que tu as apporté qui est très important, c'est que quand je suis arrivée à la Coupe du Monde, c'était octobre 2012. Ouais. Presque 80% de l'équipe avait déjà fait leur choix d'université américaine. Toute l'équipe allait aux États-Unis. Tandis que nous, au Québec, on avait eu peu de connaissances de où je devrais aller, quoi faire. J'ai pas mal fait mon chemin toute seule en décidant d'aller à Metz avec mes parents. Il n'y a personne, aucun coach qui m'a supporté ou me disant oui, va là ou va pas là. Tandis qu'en Ontario, eux, ils savaient ce qu'ils faisaient. C'était comme tracé qu'ils allaient aux États-Unis. Puis moi, dans le fond, nous, on a secondaire 5, puis après ça au cégep, mais eux, ils ont comme un secondaire 6. Fait que moi, j'aurais pu partir, dans le fond, août 2012. Mais j'ai décidé de repousser à janvier 2013 parce que j'allais à la Coupe du Monde, puis c'était un mois, au mois de septembre à octobre, pendant la saison NCAA. Puis là, juste d'avoir des discussions avec toutes les filles, moi, j'ai déjà signé, puis moi, j'avais pas encore signé, puis je suis à la Coupe du Monde. Oui, je voulais aller à Memphis, mais c'était verbal, j'avais pas encore signé. Puis c'était plus d'être dans un environnement que tout le monde le faisait. OK, ben moi aussi, je vais le faire. Bien sûr. Mais ça m'a quand même aidé en disant, OK, ben ça a l'air que je fais le bon chemin. Puis oui, il y a eu des conversations. Les coachs nous ont dit, ben si tu veux rester en équipe nationale, il faut que tu ailles aux États-Unis. Sachant que la Ligue au Canada n'était pas encore très développée, puis que j'ai envie de dire zéro à part Desiree Scott qui a joué au Canada, qui était sur l'équipe nationale. En ce moment, c'est sûr que ça va changer, mais à mon époque, c'était pas aux États-Unis, sinon il se passe rien. Fait d'être dans un environnement à la Coupe du Monde, sachant que les filles faisaient tout ce chemin-là, je me disais, parfait, je suis le bon chemin. Puis c'est dès que je suis revenue de la Coupe du Monde, j'ai signé avec que je partais. On va en parler dans quelques minutes parce que je pense que ta carrière universitaire a été assez impressionnante, peut-être même un des plus grands faits marquants de ta carrière. Bon, on voit, tu es avec l'équipe canadienne. Tu ne joues pas le premier match, mais tout de même, tu vois l'effervescence qui se déroule avec la compétition. 45 000 personnes dans les estrades, des conversations avec tes coéquipières pour accélérer un peu la signature à ta prochaine université, à ta première université. Tu te remets de ta blessure parce qu'on ne rate pas une Coupe du Monde. Tu joues les 2 autres matchs de qualification. Tu marques d'ailleurs le but qui vous fait gagner le dernier match contre l'équipe locale, je crois bien. As-tu peur? Ou plutôt, quand tu marques ce but, est-ce que c'est similaire au but que tu avais marqué contre le Mexique? J'ai envie de dire oui. Oui, parce qu'il fallait absolument gagner. On avait fait une nulle le premier match. Une victoire le deuxième. Il fallait absolument gagner pour être premier de notre groupe. Donc oui, encore là, c'est vraiment, vraiment similaire au Guatemala parce que l'Azerbaïdjan, c'était l'équipe host de la Coupe du Monde, qui n'est pas nécessairement un gros pays quand tu regardes les pays dans l'Europe comme les Allemagne, France. Donc, oui, on était supposé de gagner 5-6-0. Match difficile parce qu'on joue contre ceux qui hostent le pays, la Coupe du Monde. Donc, il y a une extra énergie. Le stade était plein puis encourageait l'autre équipe. Puis, on ne jouait pas nécessairement mal, mais tu te dis comme le but n'arrivait pas. Puis encore là, je pense que le but est arrivé tard en deuxième. Puis, on gagne. Fait que oui, un gros soulagement de pouvoir être qualifié pour les quarts de finale. Mais j'étais encore vraiment contente. C'est extraordinaire de se rappeler de ça. C'est des souvenirs que tu vas te rappeler toute ta vie parce qu'on a des gens qui viennent sur l'histoire de foot, ils nous parlent de ces grands matchs-là. Puis c'est sûr que c'est bien joué au milieu. C'est sûr que c'est bien joué défenseur. C'est sûr que c'est bien joué gardien de but. Mais être la personne qui marque le but pour faire en sorte que ton équipe se qualifie c'est gros. Et que tu as les vidéos après que tu peux montrer peut-être à ta famille, à tes enfants, tout ça, c'est des souvenirs qui font de ça toute ta vie. Là. Ah ouais. C'est exceptionnel, ouais. Je faisais mes recherches par la suite et en quart de finale, vous faites éliminer par la Corée du Nord. Je ne savais pas que la Corée du Nord avait une si grande équipe féminine que ça au foot. Oui.
Surtout les jeunes. Ouais. Ils arrivaient toujours demi-finale, finale. Une des meilleures équipes à ce moment-là, ouais. j'ai cru comprendre. Là. Oui, puis ils sont disciplinés, by the book. Ça ressemble pas mal au Japon. Et puis leur jeu, c'était rapide, technique, vite. On s'est fait déclasser pas mal tout le match. Ouais. Vous perdez, mais bon, c'est encore de finale. Par contre, comme tu l'as mentionné un petit peu plus tôt, c'est là que ça t'amène l'idée de dire, OK, là, c'est le temps, on s'en va à l'université. Donc, tu as quoi, 2-3 mois entre la fin de la compétition pour te préparer et ton arrivée à Memphis. Parlons-en peut-être un petit peu de ton arrivée à Memphis, qui est assez intéressant. De ce que j'ai cru comprendre, tout ça a été réglé avec ton père et le coach à Memphis parce que peut-être si tu peux éclairer un peu les gens qui nous écoutent aujourd'hui, tu peux pas vraiment prendre une décision à ce moment-là. Du moins, tu peux avoir des discussions avec tes parents, j'imagine. Ouais. Mais vu que tu es encore mineur, il y a des décisions qui doivent être prises par les parents. Ouais. Mais tout ça, même si la signature se fait en janvier 2013, ou du moins ton entrée se fait en janvier 2013, donc à ce moment-là, tu dois avoir à peu près 18, 19 ans. 17 ans? 17 ans. Oui, c'est vrai, tu es une 95, tu 17 ans. Ouais. Mais je pense que les premières discussions ont commencé quand tu avais 15 ans, si je ne me trompe pas. Oui. Dans le fond, le coach de Memphis, il était venu au championnat canadien des sélections à Terre-Neuve. Puis, il avait approché mes parents. Puis, c'est sûr qu'à ce moment-là, les coachs n'ont pas reparlé aux joueurs avant 17 ans. Donc, oui, les interactions, c'était moi avec mon père, après mon père avec le coach. Ouais. Mais non, j'avais quelques choix d'université, mais peu. Puis, Memphis était déjà très bien vu, bien classé. Je voyais pas de non, absolument. Puis, le coach a fait très bonne impression à chaque fois qu'il nous a parlé. Il nous a bien vendu le projet. Puis, j'ai embarqué rapidement, je dirais. Puis, j'étais allée visiter, j'ai envie de dire, après la Coupe du Monde. Après la Coupe du Monde. Au mois d'octobre, novembre. Puis, j'ai signé, puis je rentrais en janvier. Ça t'impressionne, les installations là-bas? Les gens qui viennent sur le pod nous disent toujours que leur carrière aux universités américaines, c'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que, wow, OK, ça, c'est des infrastructures professionnelles et c'est excessivement sérieux. Oui. Mais je pense parce qu'on compare toujours à ce qu'on a. Puis au Québec, la culture sportive, je pense pas qu'elle est tant imprégnée dans les universités ou dans les cégeps. Oui, parce qu'on a encore la notion de club, tandis qu'exemple en France, ben eux, ils ont 0 université, c'est vraiment juste club. Mais aux États-Unis, dans tous les sports, c'est une culture sportive, peu importe dans quelle ville que tu vas, c'est l'université qui joue le plus gros rôle. J'imagine. Puis moi, oui, tu vois du Memphis, tu vois Tigers partout, du bleu, chaque auto a quelque chose de l'université. C'est impressionnant parce que toi, tu représentes l'université, puis c'est ce qu'il y a de plus gros dans la ville. Puis c'est sûr que c'est pas... en fait, c'est quelque chose que tu recherches, mais je savais même pas dans quoi je m'embarquais. Fait que j'arrive là, puis c'est sûr que j'étais impressionnée. Qu'est-ce qui te choisit le plus? L'organisation, je pense, le dévouement, comment ils dépensent l'argent pour les sports, pour les athlètes, pour les infrastructures qui se sont vraiment améliorées depuis. Là. Je dirais que nous, on était bien, mais c'est encore mieux en 2024. Wow. Mais c'est juste beau de voir ça évoluer. Puis tu représentes les athlètes, mais après ça, l'école fait de l'argent à cause des athlètes. C'est comme un cercle vicieux que... Cercle vertueux, oui. Ouais. Qui s'installe. Les choses vont bien, les choses vont vite là-bas. On va situer un peu les gens qui nous écoutent. Tu es la meilleure buteuse de l'histoire du programme. 52 buts, 122 points cumulés en incluant les passes décisives. Félicitations, c'est exceptionnel, tout ça. Oui. Mais je pense que quand tu arrives là-bas, c'est un peu plus compliqué que ce que tu pensais, dans le sens que les entraînements sont très physiques. Il y a beaucoup de courses. On vous demande de vous entraîner beaucoup en salle. Tu n'avais pas connu ça encore, je pense. Non, vraiment pas. Ici, je dirais que le Québec, c'est plus concentré sur la possession, sur la technique, plus... La qualité du jeu. Oui, la qualité du jeu. Je trouvais pas que Memphis était l'opposé. Il y a des équipes beaucoup qui sont plus directes que Memphis. Mais c'est vraiment la culture canadienne, je dirais. Il y avait beaucoup de Canadiennes dans mon équipe. Donc, une année, on était 15 Canadiennes. 15 Canadiennes. Puis, dont 10 sur le partant. OK. Puis, on avait cette mentalité-là déjà de jouer en équipe, de garder la balle, de pas nécessairement jouer long, mettons.
Puis moi, c'est surtout mes qualités, c'est justement ça, c'est de garder la balle au pied puis garder la possession. Fait que je voulais aligner le tout, jouer avec nos forces. Puis il y avait beaucoup de filles qui étaient très techniques dans l'équipe. Fait que je me dis, pourquoi pas essayer d'aller vers le côté possession. Puis c'est sûr qu'aux entraînements, oui, on courait beaucoup, mais à la fin, tu sais, quand t'es dedans, c'est sûr, ça a l'air dur, compliqué, mais au final, on jouait tellement beaucoup de matchs. La saison de 22 matchs en 3 mois, t'es tout le temps en train de jouer. Là. T'as pas le choix d'être en forme, t'as pas le choix de courir, t'as pas le choix de... Puis c'est sûr que d'aligner, dans le fond, les joueuses, le coach, puis d'être à son max, je faisais en sorte qu'on gagne. Fait que si je veux qu'on marque des buts, si je veux me rendre dans la boîte, ben moi, je voyais la vision de possession. Il fallait ajuster un petit peu le style de jeu. Et peut-être juste avant de parler de comment vous avez ajusté le style de jeu, parce que c'est assez fascinant, tu es ingénieur de formation. Toi, pendant que tu joues 22 matchs en 3 mois, t'étudies pour devenir ingénieur. Donc, c'est pas des sciences humaines ou des choses peut-être un petit peu plus simples. Vraiment, tu choisis un programme qui n'est pas simple, qui demande beaucoup d'études, beaucoup de temps. Comment on est capable de faire en sorte de... Il y a eu comme 2 moments. Mon beau-père est ingénieur, puis ma tante aussi. Puis mon beau-père, demi-frère. Puis je les avais consultés, je voyais un avenue. J'aime l'école de base. J'ai quand même pas... T'as de la facilité? J'ai de la facilité, mais j'étudie beaucoup, je travaille beaucoup. J'ai pas nécessairement des bonnes notes si je travaille pas, mais je faisais en sorte que je me dis, c'est un diplôme de 4 ans. Oui, ça va être difficile. C'est quelque chose que je veux faire. Puis au début, l'école, ils ont dit, t'es sûr que tu veux faire ça parce que c'est pas suggéré. Il n'y a pas beaucoup de filles qui vont en ingénierie, justement parce qu'il y a beaucoup de secours, tu vas manquer de l'école. Les coachs, les professeurs, ils recommandent pas aux athlètes d'aller dans... Parce qu'on a plus de cours. Puis moi, j'étais comme, oui, c'est ça que je veux faire. Ça prendra le défi que ça prendra. Puis c'est drôle de maintenant que j'ai gradué, après moi, il y en avait eu 1 ou 2 avant moi. Puis après moi, à chaque année, il y en avait au moins 1 ou 2 qui allaient en ingénierie. Puis il y en a plein d'ingénieurs maintenant où que, tu te dis, ils m'ont dit non dès le début, mais moi, j'ai quand même forcé pour y aller. Puis ça l'a payé. Puis maintenant, il y en a de plus en plus qui vont en ingénierie. Fait que tu te dis, tout peut se faire. Tout peut se faire. Puis il y a des défis, il y a des choix, puis des sacrifices, mais au final, j'ai réussi à avoir mon diplôme. Peu importe ce qui est arrivé, personne ne le saura. Puis je suis ingénieur comme tout le monde. Tout est une question de discipline, de focus. Puis on est capable d'y arriver. On étudie dans les autobus, quand on se rend à l'autre bout du pays. Après, on joue un match, on revient dans l'autobus, on continue à étudier. Donc, on n'a pas beaucoup de temps pour simplement relaxer, de ce que je comprends là. On est tout le temps en train de se concentrer. Non, c'est vrai. C'est dur, ça? Non. J'aimais quand même ça. Puis je trouvais tout le temps le moment pour étudier. Puis moi, j'aimais ça justement quand on avait un 8 heures d'autobus pour se rendre au match. Je pouvais étudier. Tu sais, on avait quand même une équipe super facile puis super disciplinée. Puis toutes les filles étudiaient. Puis on a été bonnes là-dedans. Puis dès que je revenais à la maison, j'étudiais. Tu sais, il y avait quand même... mais j'étais pas... faut que j'étudie tout le temps. Comme j'avais des moments que j'étudiais pas. Là. Mais c'est sûr, ça a fait une grosse partie de mon temps libre. C'était ça. Là, mais... Et bon, un moment qui est assez croustillant de ton arrivée au Memphis, à l'Université de Memphis, c'est le fait, et là, j'aimerais qu'on décortique ça un petit peu, que tu expliques, j'imagine de manière respectueuse et de manière polie, à ton coach que peut-être on devrait faire des ajustements dans la manière qu'on joue, peut-être qu'on devrait ajuster un petit peu la manière qu'on joue. Parle-nous un petit peu de ça, parce que j'écoutais, je pense, une entrevue que tu avais faite où c'était dans un article. Tu as quand même pressé pour qu'il y ait des changements qui se fassent à l'intérieur d'une équipe. C'est rare qu'une joueuse de première année va arriver, va dire au coach, écoute, je pense qu'on pourrait jouer d'une manière différente parce qu'on a les capacités pour le faire. Ben, oui, mais je trouve que j'ai comme quasiment une scène dans ma tête, mais c'est exemple qu'on jouait le match, puis les défenseurs avaient le ballon, ben c'était toujours chercher Valérie, trouver Valérie. Puis, tu sais, peu importe ce qui se passe sur le terrain, il fallait tout le temps que le ballon aille à moi. Mais
moi, tu sais, je voyais le jeu d'en haut, puis quand les défenseurs ont le ballon, ben il y avait 3 milieux de terrain disponibles. Puis si tu fais la passe du milieu de terrain, on avance sur le terrain, puis moi, je vais avoir le ballon plus haut, puis on va pouvoir marquer. Si j'ai le ballon dans notre demi, ça va pas nulle part. Fait que des fois, je voyais plus que ça vaut la peine de faire 2-3 passes avant d'aller vers l'attaque, que si j'ai le ballon tout de suite, ben les gens suivront pas, puis c'est impossible que je fasse tout moi-même. Donc oui, il y a eu quelques moments, quelques rencontres avec le coach, puis c'est sûr qu'avec les filles, des fois, le coach pouvait nous dire quelque chose, on était sur le terrain, on faisait autre chose, sans que ça apparaisse vraiment, mais d'un commun accord, des fois, on se disait, ben ça fonctionne comme ça, fait qu'on devrait continuer. Puis dans les pratiques, ça paraissait. Là, on est devenu encore plus possession. Intéressant. Ouais, puis je trouvais que je voyais l'amélioration justement parce que dès qu'on envoyait le ballon en avant, on le perdait. Fait que nous, on a été équipe. Puis tu sais, même mes 4 ans, on a été une équipe qu'on gardait le ballon, puis on dominait la possession, même si on perdait. Puis c'est toujours plus agréable que juste courir après le ballon. C'est les premiers réflexes de coach, ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis, pourquoi pas peut-être après ma carrière? Parce que si à 17, 18 ans, déjà, tu es en train de penser un petit peu à un schéma d'équipe, à comment que le ballon doit se rendre du défenseur à l'attaquante, ben, tranquillement, j'imagine que ton cerveau de coach est en train d'évoluer, là. Ouais, j'ai pas tant pensé quand j'étais à Memphis. J'avais une ou 2 étés que je suis restée à Memphis puis je coachais des petites. Mais j'ai fait aussi du 1 à 1 là-bas. Mais non, c'est sûr que le coaching est venu un peu plus tard. Quand j'étais en France, je coachais un peu. Puis là, quand je suis revenue aussi, j'ai coaché à Antique puis à UQAM. Et juste pour les gens qui nous écoutent un peu aujourd'hui, pour qu'on soit capable de comprendre quel type de foot on voit NCAA féminin. Est-ce qu'habituellement, c'est très, très direct? Est-ce que c'est vraiment dans la culture de se dire on joue direct, c'est plus physique? Est-ce que c'est comme ça habituellement que l'infrastructure est en place? J'ai envie de dire oui, mais ça dépend d'une école à l'autre. Puis ça dépend de la mentalité des joueurs, des coachs. Mais quand tu regardes les Power 5, les meilleures écoles, c'est souvent ça. Mais tu sais, encore là, c'est 2013 à 2016. Je trouve qu'en 2024, quand tu regardes les meilleures équipes, c'est plus 100% vrai. Là. Fait que ça a évolué. Puis ça, je pense que ça vient beaucoup des coachs. Mais je trouve le jeu, oui, juste comparé au Canada, c'est plus physique. Puis moi, je pense qu'ils sont plus en forme aussi. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup plus de courses. Mais c'est là que moi, j'aime mieux travailler avec les joueuses que travailler sur un modèle de jeu qui est déjà bâti. Si tu as des joueuses qui sont meilleures au pied ou qui courent moins dans l'espace, ben il faut travailler avec ça. Là. Moi, si tu m'envoies des ballons dans l'espace, à un moment donné, tu vas réaliser que je ne vais pas courir les 10 ballons. Fait que ça ne sert à rien de faire ça. Fait que c'est plus travailler avec les forces de chacun et chacune. C'est comme ça que les meilleurs coachs sont capables d'évoluer. On regarde les joueurs qu'on a devant nous et on ajuste le style de jeu autour de ça. Parlant de Memphis, encore une fois, je pense que tout ça a été marqué par le progrès. Tu arrives dans une équipe, je pense que votre première année, c'est plus ou moins concluant en termes de résultats. Mais chaque année, vous avez de l'amélioration dans vos résultats, même que dans ta dernière année, corrige-moi si je me trompe, je pense que vous faites partie du top 25 des meilleures universités au pays en termes de foot. C'est frustrant peut-être de jouer dans une équipe qui ne gagne pas. Comment tu vis le tout? Ben, je pense à chaque année, je voyais qu'on avait le potentiel. On a changé de conférence, American Conference, ma première année. Puis tu te dis, c'est que ça reste les mêmes équipes d'année en année, mais tu le vois qu'on est bonne. On perdait des 1-0. On s'est jamais fait planter. Tu sais, je me dis, on peut gagner. C'est ça, c'est décevant. J'ai pas de trophée, j'ai pas gagné la Ligue, mais ça restait que j'avais une belle saison individuelle et d'équipe, même si on n'avait pas gagné. Puis, à chaque année, comme tu dis, on avait des meilleurs recrues, notre programme s'améliorait. Puis, à la dernière année, on s'est rendu au tournoi NCAA. Puis, ça, c'est les 64 meilleures équipes. Ben, en fait, les 32 meilleures qui finissent première, plus les 32 sélectionnés. Puis, nous, on a été sélectionnés parce que justement, on était dans le top 25. Wow. Fait que là, oui, tu te retrouves nous, on a joué contre Arkansas. Puis, tu sais, eux, ils étaient comme 10e. Fait que tu te dis, c'est vraiment, c'est gros. Tu sais, tu dis là, c'est vraiment sérieux, c'est les meilleures équipes. Puis on a perdu le match, le premier match. Mais
juste de voir l'évolution depuis 2016, à chaque année, Memphis gagne. Puis c'est encore là, même servicieux. Vu que l'équipe est bonne, meilleur recrutement, puis ils continuent à gagner. Puis c'est ça qui est beau de voir que l'équipe s'améliore, puis que là, ils délogent plus du top 25. Là. Je pense que le plus haut qu'ils sont allés, c'est 7. Wow. Mais ils sont toujours 15, 10, 12, 20. Ils font partie de l'élite. Ouais. Fait que chaque année... Tu continues à les suivre? Oui. Je regarde les résultats. On s'assure que personne ne devient la meilleure marqueuse, par contre, hein, c'est ça? Non, j'ai regardé... c'est vrai que je suis beaucoup les stats, peu importe, mais oui, à Memphis, c'est beau. Là. C'est le fun de les voir à chaque année aller loin. Tes meilleurs souvenirs là-bas, c'est quoi? Je pense le mélange de toutes mes amies étaient dans l'équipe. Le soccer, encore là, je le faisais pour le plaisir, mais je voulais pas nécessairement que le soccer prenne toute la place. T'sais, je vivais le rêve, j'avais ma maison, le côté liberté peut-être de mixer plaisir, soccer, puis juste voyager. Là, on prenait l'avion pour aller en Floride. Plein de petits souvenirs pour en sorte que c'est juste l'événement. Le 4 ans, c'était beau, là, c'est sûr. Et pendant ces 4 ans-là, dis-moi, tu retournes, bien entendu, tu gardes contact avec l'équipe canadienne. On a parlé de la Coupe du monde U17 en 2012. Ouais. Il y a une autre Coupe du monde qui se déroule en 2014, je pense bien, là. Ouais. Comment ça se déroule tout ça? C'était déjà à Memphis. Puis, en fait, il y a eu plusieurs sélections. Puis, ça s'est passé, tu sais, rock'n'roll, celle-là. Mais, c'était comme en fait, la Coupe du monde était au Canada. Féminine senior, c'était en 2015. Puis, dans le fond, la Coupe du monde U20 est toujours au même pays que ça va se dérouler. Donc, c'était au Canada. Fait que sachant que j'allais jouer au Canada, c'est gros. Mais la seule chose, c'est qu'il n'y a pas de CONCACAF. Fait qu'on était déjà qualifiés pour aller à la Coupe du monde. Fait que ça nous laisse plus de temps d'entraînement. On est allé au Danemark. On a fait plusieurs tournois ou quelques matchs internationaux. Puis là, c'est là où je jouais... En fait, je jouais milieu, des fois en pointe, mais j'étais plus au milieu de terrain. Puis je passais proche. Par exemple, là, j'étais un peu plus consciente qu'à chaque camp, c'était pas sûr que j'allais faire l'équipe. Ça devenait plus compétitif. Ouais, puis j'étais surclassée aussi. Là. J'étais U19, puis c'était la Coupe du monde pour les 94. Fait que, ma place dans l'équipe n'était pas garantie. L'équipe était très, très bonne. Encore là, aujourd'hui, je pense qu'il y en a 10 de cette équipe-là qui sont encore sur l'équipe senior. Je voyais que je fitais, mais encore là, à la fin de chaque camp, le bilan, c'était on ne sait pas si on te garde. Puis ce qui me manquait, j'ai l'impression qu'il ne manquait pas grand-chose, mais il me disait souvent la vitesse ou, tu sais, on ne sait pas si on va te garder. Une balle au pied, je crois bien. Ouais, dos, jeu, balle au pied, finition, calme. Puis, c'est ça. Fait que j'ai fait tous les camps. Ouais, je pense que j'en ai manqué un. Puis, ça allait super bien. Même dans la sélection, il m'avait dit que c'est pas moi qui allais jouer. Encore là, qu'il y avait une autre attaquante ou une autre milieu. Je pense qu'il y avait toujours des nouvelles attaquantes un petit peu pour challenger de ce qui se déroulait, mais finalement, tu étais indélogeable. Là. C'est vrai qu'à chaque cas, il ramenait une autre attaquante, puis il me ramenait au milieu. Je sais pas pourquoi, mais je faisais vraiment pointe puis 10 les deux. Et quand on parle de milieu, juste pour bien situer notre audience, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de mouvements avec l'équipe canadienne, attaquante de formation, comme on le disait, tu as joué attaquante à la Coupe du monde U17 en 2012. Quand on parle de milieu, on garde un schéma offensif ici. T'es en numéro 10, t'es pas sur le côté gauche, sur le côté droit. Est-ce que je me trompe? Non, c'est ça. Mais en 2000, en U17, on jouait en 4-4-2 losange, puis je jouais en 10. Fait que j'ai pas joué en attaque dans les deux. Mais en U20, on était vraiment en 4-3-3 simple, avec une pointe, puis un 10 ou 2-10, mais j'étais tout le temps en milieu offensif. OK, en 10. Ou en pointe. Ouais. Intéressant. Puis au dernier camp, je faisais vraiment bien en pointe. Puis c'est moi qui ai commencé le premier match à la Coupe du monde en pointe. Fait que tu dis, pendant 1 an, j'ai presque peu été en pointe parce qu'il y avait toujours quelqu'un d'autre. Puis à la journée J, c'est moi qui joue. Fait que tu sais, je peux rien changer de ça, mais c'est sûr que des fois, j'aurais aimé avoir encore plus ma chance pour jouer en pointe pendant les 1 an. Parce que c'est l'endroit que tu affectionnes le plus, là. Ouais, c'est sûr. Ouais, parce que milieu,
pas que je suis moins confortable, mais si j'ai moins joué là dans ma vie. Les responsabilités différentes, puis beaucoup de choses qui embarquent également. Là. Puis à la Coupe du Monde, chaque match a été différent. Là. Premier match, c'est moi qui ai commencé en pointe. Puis je suis débarquée en deuxième demi. Deuxième match, je suis sur le banc. Puis on perd 2-0 à la demi. Puis on rentre, moi, puis Janine Becky. Je sais pas si tu connais. Puis il faut absolument gagner parce que le premier match, on a perdu 1-0 contre le Ghana. Mais on perd 2-0 à la demi du deuxième match. Fait que si tu perds 2 matchs, t'es éliminé. On s'entend. Puis on perd 2-0 à la demi. Puis M. John Herdman est descendu dans le vestiaire. Puis il dit, les filles, réveillez-vous. Qui coach de la sélection senior. Il n'y avait pas aucun lien avec les 20. C'est spécial, là. Ouais. Puis on était à Toronto, au BMO Field. Puis là, je rentre à la demi. Puis on marque quand même rapidement un but. Fait que ça fait 2-1. Je marque le deuxième but. Wow. Ça fait 2-2. Puis Johnny marque le troisième but. Fait qu'on gagne 3-2. Puis je me souviens, le stade était plein. Il y avait 25 000 personnes au stade. Là, on savait qu'on n'était pas qualifiés, mais au moins, on continuait pour le troisième match. Puis le troisième... Puis là, je suis rentrée milieu de terrain. Ils ont gardé l'attaquante. Je suis rentrée au milieu de terrain. Troisième match, on joue au stade olympique. C'était quand même gros. Là. Je peux dire que j'ai joué au stade olympique. Est-ce que tu as tous tes amis, ta famille qui sont au match? Oui, tout le monde est là. Quel moment, hein? Vraiment. Puis là, je suis aussi milieu de terrain. Puis j'ai joué tout le match en milieu. On gagne 1-0. Puis on est qualifié pour les quarts de finale à Edmonton. Puis on voyage. Puis à Edmonton, je suis partante en pointe. Fait qu'une journée avant le match, on me dit, finalement, tu joues en pointe. 2 minutes. Non, attends. C'est même pas ça. J'ai joué au milieu de terrain. Puis 2 minutes pendant le match, l'attaquante de pointe se blesse en première demi. Fait qu'elle la sort, moi, je monte en pointe. Fait que finalement, j'ai joué 90 minutes en pointe. Fait que j'ai vraiment alterné milieu, pointe. Puis là, c'était contre l'Allemagne. Puis on a perdu 2-0, mais l'Allemagne était vraiment forte. Un autre niveau que tu disais. Ouais. Puis, mais ça, c'est pour moi, individuellement, ça s'est bien passé. Là. J'ai eu du temps de jeu. J'ai joué presque toutes les minutes. Puis après ça, je retourne à Memphis. Puis, tu sais, ça, c'était... Tu as les retours souvent, hein? Les camps que tu faisais avec l'équipe canadienne. Fait que 2014, c'était ma 2e année que j'étais à Memphis. J'avais quand même manqué pas mal de sécu là-bas, mais... J'imagine que c'est le défi de tout athlète professionnel qui aspire à devenir professionnel, qui est avec son pays, qui joue dans un autre pays à l'université. Il y a beaucoup de voyagement qui est fait. Ouais. Mais tu peux pas choisir l'un ou l'autre. Les deux sont importants, là. Non. Il fallait sacrifier ça. L'école qui payait le plus, là. Le soccer, oui, mais à l'hiver, il n'y avait pas nécessairement de saison. C'était juste des matchs hors concours qui valaient rien. Mais c'est sûr que moi, c'était l'école qui... Mais même si l'école paye le prix un peu, ça va bien, tu te rattrapes. Tu es capable de passer tes cours, d'obtenir tes différentes certifications. Mais j'imagine qu'au plus profond de ta tête, tu te dis, c'est pas des moments que je vais pouvoir refaire dans 5-10 ans, c'est maintenant que je dois en profiter. Donc, même si tu as à faire des petits sacrifices à court terme, l'école, dans le pire des cas, tu pourras reprendre des cours dans quelques années, mais les Coupes du Monde, les saisons avec Memphis, ça a une date de durée dans le temps. Si on le fait pas maintenant, on le fera jamais, là. Oui, mais non, c'est ça. Puis aussi, la Coupe du Monde 2014, c'était l'été. Fait qu'il y avait moins de... On a été partis 3 semaines à Vancouver, plus 1 mois à la Coupe du Monde. C'est comme un 7 semaines avec l'équipe nationale. Là. Fait que j'ai pas manqué l'école, mais c'est quand même énorme là, pour un environnement professionnel, bien encadré, bien entouré. Puis non, c'est sûr que... Oui, Memphis, ça a des longues, mais d'être en équipe nationale, c'est là que je trouvais que j'apprenais peut-être le plus que... Le niveau était plus haut que tu me disais, je pense, en équipe nationale avec Memphis, là. Considérablement. Ouais. C'est la force de l'équipe canadienne, c'est qu'on a une des nations en foot féminin qui est les plus performantes dans le monde. Comme tu le disais, on est champion en titre aux Olympiques. Comparativement, disons, tu vois, il y avait Samuel Piette qui est venu la semaine dernière sur le podcast et il me disait qu'avant que John Herdman devienne sélectionneur de l'équipe canadienne, les joueurs canadiens, quand ils venaient en équipe nationale, ils venaient en vacances.
Ouais. Il n'y avait pas vraiment de culture de performance. Et ce qui est intéressant, c'est quand on discute avec toi, pas que c'est 100% l'inverse, mais j'ai l'impression quasiment que ton club, avec qui tu vas jouer, avec ton université dans ce cas-ci, le niveau est moins élevé que quand tu vas en équipe canadienne. Mais Je pense que le niveau masculin, c'est un bon comparable que tu viens de montrer parce que Memphis, c'est un environnement universitaire. Oui, tu vis ta vie, mais quand tu es sélectionné en équipe nationale, tu as des responsabilités. Mm-hmm. Tu dois représenter ton pays. Pour nous, en tout cas, moi, c'est ce qu'il y avait de plus gros. Là. Ouais. Je ne vais pas là en vacances, non. C'est ta priorité, oui. C'est ma priorité. Je veux bien performer, je veux impressionner, je veux être rappelé le prochain camp. Mais peut-être les garçons, c'est comme pris pour acquis, je vais être au prochain camp. Jusqu'à l'arrivée du dernier coach. C'est vraiment ça qui s'est déroulé. Mais aussi, leur environnement de travail est peut-être mieux à l'année longue. Bien sûr. Et beaucoup plus demandant et beaucoup de volume. Ouais. Puis là, tu arrives en équipe nationale, puis tu as le côté relax un peu plus. Peut-être que c'est ce qui se déroulait avant, effectivement. Bon, donc, il y a cette belle Coupe du Monde-là qui se déroule. Malheureusement, vous perdez contre l'Allemagne, mais tout de même, c'est un beau parcours. Tu retournes à Memphis, tu fais tes années à Memphis, on termine 52 buts, 122 points total cumulé. Record qui tient encore à ce jour. Et par la suite, j'imagine qu'à la fin de ton cursus scolaire, tu te poses des questions. Tu te poses des questions parce que pour, encore une fois, situer les gens qui écouteront le podcast sur YouTube ou qui l'écouteront également à l'audio, les options sont les suivantes. Et corrige-moi s'il y en a d'autres. Il y a un repêchage qui va se faire avec des équipes américaines. Je pense que 40 joueurs qui vont être repêchés. Ouais. Et tu te poses des questions à savoir si tu vas faire partie de ces 40 joueurs-là. Parce que là, on parle vraiment de la crème mondiale. Il y a beaucoup de compétitions pour faire partie de ces différentes équipes professionnelles-là. Tu regardes cette option-là avant, je crois. Peut-être tu peux nous parler un peu de tout ça. Dans le fond, ma dernière saison universitaire, c'était en novembre 2016. Ouais. Puis le draft est en janvier 2017. Puis tout se déroule bien. Là. Oui, c'est ça. C'était ça mon objectif. Il y a même eu des articles qui sont sortis que je serais potentiellement 35. Là. Il y a comme eu un article qui a une vision de qui serait le top 40. Puis j'étais dans cet article-là. Mais c'est sûr que c'est plus compliqué que ça, justement, parce que oui, la NWSL, je pense qu'en 2016-2017, est quand même assez nouvelle. Ça fait pas longtemps que ça existe. Puis, chaque équipe a 7 joueuses internationales par équipe que tu peux faire partie. Donc, c'est sûr que c'est dur de se faire sélectionner, sachant que moi, j'ai 0 volume équipe nationale. Tu as des Martha et des Christine Sinclair qui prennent ces rôles-là. Donc, là, il y a eu le draft en 2017, puis moi, j'ai pas été sélectionnée. Exact. Donc, ça m'ouvrait des portes pour aller où? Il me restait l'Europe. Et la deuxième option. Donc, la première option, c'était le repêchage avec une équipe américaine. La deuxième option, c'est d'ouvrir ses horizons et l'Europe. Et le paradoxe, j'ai l'impression qui s'installe, c'est que en tant que joueur de foot, on pense que l'Europe, c'est l'endroit idéal, mais malheureusement, l'évolution du foot féminin en Europe n'a pas connu la même évolution qu'on voyait en Amérique du Nord. Mais tout de même, tu te retrouves à Metz. C'est Lynn, je pense, avec l'aide de Samuel Piette, qui t'a mis en contact avec certaines personnes pour que tu te retrouves là-bas. Comment ces différentes discussions se mettent en place? Mettons, février 2017, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je veux aller jouer pro. J'ai contacté un agent, mais en même temps, j'ai dit peut-être avec mes contacts, ça irait aussi vite ou mieux. Puis en parlant avec Lynn puis Sam qui est évolué au FC Metz justement, je savais qu'il y avait une section féminine qui était nouvelle. Je pense que ça faisait 3-4 ans que le programme existait. Puis ils m'ont dit oui, on peut te mettre en contact. J'ai rencontré le directeur sportif du club. Puis lui était juste du côté masculin en plus au moment. Puis il m'a dit oui, viens visiter. Donc j'ai été 10 jours en genre de sélection au mois de mai. Puis c'était plus une sélection pour moi, dans le fond, pour voir si moi j'allais aimer ça. Eux te voulaient, là. Ouais, je l'ai comme senti comme ça. Ouais. Puis ça a super bien été, ça a bien fonctionné. Je savais qu'à ce moment-là, il était en Ligue 1, puis qu'il allait être relégué en Ligue 2.
Puis là, moi, je retournais au mois de fin juillet pour commencer la saison. Mais non, ça s'est quand même super bien passé. Première équipe que j'ai essayée, c'est avec eux que je suis allée. Et bon, j'en reviens un petit peu au point que je disais plus tôt, où est-ce que l'évolution en France n'est pas la même qu'en Amérique du Nord. Peut-être le niveau de professionnalisme, des fois, des physios, de ce qui se déroule, et peut-être pas à ce que tu avais vécu à Memphis. Là, je lisais une anecdote qui est assez spéciale. Tu te blesses au début, je pense en pré-saison, dans les matchs du début de la saison. Tu as de la douleur, pas une petite douleur, tu as vraiment une entorse, je pense. Et les physios, ben non, tu peux jouer. Il n'y a pas de souci. Puis toi, tu sais, c'est quoi une blessure? Tu as joué toute ta vie. Tu sais, on s'entend qu'on est joueur de foot, on connaît les blessures avec lesquelles on peut jouer et on connaît les blessures également avec lesquelles on ne peut pas jouer. Et je pense qu'on est plus dans la deuxième option ici. Parlons un petit peu de cette anecdote-là. Mais je trouve, c'est sûr que on est au Canada. J'ai joué à Memphis, j'ai eu des camps du Québec, j'ai des camps de sélection nationale. J'ai signé un contrat pro, j'arrive pro. Là, pour toi, c'est l'Eldorado, là. Ben oui. Je m'attends professionnel, mais non, l'équipe est encore amateur ou semi-pro ou peu importe. Mais moi, j'avais un contrat pro, mais la plupart des filles n'avaient pas de rémunération ou y allaient à l'école. Il y en a qui avaient un travail temps plein. Donc, c'était vraiment, tout le monde avait des buts différents, jouer pour jouer. Ça fait que c'était pas nécessairement le côté professionnel que je m'attendais. Mais au niveau entraînement, j'ai adoré. C'est super bien passé. Au niveau foot, ça se passe bien, mais l'infrastructure autour, t'es un petit peu déçu, je pense. Oui, un peu déçu, mais encore là, je fais ce que j'ai à faire, je suis payée, pourquoi pas, je continue comme ça. Puis, je me blesse, je pense que c'est ça, 3 jours avant le premier match. Finalement, je pense que j'ai pas joué le premier match ou un truc comme ça. J'ai joué le deuxième match en boitant tout le long. Ça avait pas de sens. Toi, tu sais que tu peux pas jouer. Là. Ouais. Mais après ça, c'est comme, on me dit, on veut que tu joues, tu peux jouer. Fait qui croire? On a tous été dans cette situation-là. Même moi, quand je l'ai dit, je vois des filles qui sont blessées, ben non, je joue pas, mais c'est plus fort que nous, je pense. Puis, c'est une équipe professionnelle, je veux gagner, je veux performer, je veux pas rater ma chance, c'est sûr, je veux jouer. Puis je pense que j'ai fait 2-3 matchs comme ça en boitant. Puis après ça, j'ai dit au coach, je peux plus. Là. Donc, j'ai été 3 matchs que j'ai ratés, puis on jouait une fois semaine. Fait que c'est quand même 3 semaines arrêtées. Puis après ça, je suis revenue bien, là, en force. J'aurais pas bien pris le temps, mais je pense que j'aurais pu le faire 1 ou 2 semaines au début, puis j'aurais été correcte. Là. J'ai traîné quasiment 7-8 semaines. Arrêter, pas arrêter, recommencer. Puis il n'y a pas de physio aux entraînements. Non. Donc, il fallait que je fasse 1 heure d'autobus pour me rendre au physio. Puis, c'est sûr que le support externe ou, tu t'attends à du professionnel, mais là, j'espère que ça allait évoluer en 2024, mais je peux pas le dire si c'est comme ça ou pas. Mais, je l'ai vécu que les physios sont là juste au match. C'est pas le niveau professionnel que tu t'attendais, on pourrait dire ça comme ça, mais tout de même, je pense que ça se passe relativement bien pour toi parce que tout est payé. Tu as un salaire également. On s'entend, c'est pas un salaire à tout casser, mais tu es capable de vivre avec ça. Vos entraînements sont le soir à 19h, donc tu peux profiter un petit peu de la ville. Tu visites un peu, je crois bien. Oui. Surtout au début, j'ai beaucoup visité à pied, en vélo, en autobus. Je me suis promenée. C'est le fun. C'est l'Europe, bien sûr. La France, c'est beau. Non, c'est sûr que j'ai bien profité. Puis mes parents sont venus me visiter. J'ai pu aller en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique. C'est ça, c'est bien. C'est pas exemple, je suis à Montréal. J'ai pu visiter, oui. C'est la beauté de l'Europe. Il y a beaucoup de choses à voir. Et les choses se passent bien dans ta première saison. Tu joues sensiblement tous les matchs. Tu es titulaire et tu finis meilleure marqueuse de la Ligue. Comment on se sent à ce moment-là? Meilleure marqueuse d'un championnat européen, peu importe si le niveau n'est peut-être pas ce que tu t'attendais, ça doit quand même donner un certain regain de confiance. Ça. Mais je dirais le niveau, il était bien. Là. Oui, c'est des deux, mais on avait des compétitions, on était compétitifs à chaque match.
Oui, je voyais déjà qu'on on a été la Ligue 1 à la Ligue 2. Tu te dis peut-être qu'il va y avoir un relâchement, mais les filles avaient vraiment embarqué dans le projet pour remonter en D1 le plus rapidement possible. On avait des bonnes joueuses. Je le voyais qu'on était meilleurs que les autres équipes, mais pas à tout casser, mais on était comme la cible. Puis tôt dans le championnat, on le voyait que mais c'était l'équipe à battre. Donc, chaque match, il fallait gagner. Puis les deuxièmes du championnat, je pense qu'ils étaient à 1 ou 2 victoires de nous. Là. Fait qu'on ne pouvait pas avoir de relâchement jamais. Le moindrement que je marquais pas, c'était dangereux. Il y avait quand même de la pression qu'il fallait absolument gagner tous les matchs. Mais on a réussi à gagner, je pense, avec 3 matchs à la fin. Là, il restait 3 matchs, je pense, avec déjà qu'on était championne. Wow. Mais c'est gros. Comme je n'avais jamais vécu d'avoir une pression de faut absolument gagner pour monter. Quel est l'impact pour un club de passer de D2 à D1 Arkema? Est-ce que pour le club, il y a une dynamique financière importante qui change? Quels sont les gros changements pour le club? Parce qu'on parle de pression. Bien entendu, quand on est dans un niveau amateur, c'est pour les joueurs, c'est pour les joueuses qu'on veut gagner. Mais là, quand on devient dans un niveau professionnel, il peut y avoir un petit peu de pression parce qu'il peut y avoir un changement complet au niveau économique qui se déroule pour un club. Je ne l'ai pas tant senti ou vu, mais c'est sûr que oui. Je compare toujours les gars, mais parce que les gars, j'avais un peu plus de stats que les filles, mais c'est sûr que oui, parce que ça change les sponsors. Là, en D1, on passait à la télé. En D2, les matchs sont pas télévisés. Fait que le support monétaire était gros. Là. Puis d'être bien vu, puis de tout de suite repasser en D1, puis c'est sûr que ça jouait gros, puis on le sentait, la pression des dirigeants pour absolument gagner, pour rester en D2. Ouais. Et vous passez finalement en D1, comme tu l'as mentionné, D1 Arkema, qui est un championnat qui, on est au mois de juin 2024, dans 2 mois, va finalement devenir un championnat, on pourrait dire, professionnel, où les joueuses vont devenir des vrais professionnels, parce qu'avant ça, même si c'est un championnat vu de l'extérieur professionnel, les joueuses étaient encore vues comme amateurs, c'est spécial tout ça. Est-ce que tu le sentais un peu de l'extérieur, ce non-sens de dire on est dans un championnat professionnel, mais on n'est pas vu comme des professionnels? Je l'ai senti beaucoup, beaucoup, oui. Tu vois, Lyon, PSG dominer la Ligue. Ils ont beaucoup plus d'argent, ils ont l'infrastructure, les filles sont toutes payées, ils pratiquent le matin, tandis que nous, on a des pratiques le matin, on était 6 parce qu'il y avait des filles à l'école, il y avait, oui, le sérieux, puis le but à la fin, moi, je suis là pour gagner, pour performer, je suis payée, j'ai un droit, il faut que je performe pour être payée. Mais il y a des filles qui ne sont pas payées. Comment tu peux leur demander de donner autant? Moi, c'est sûr, je ne suis pas pareil. Je ne serais pas payée, c'est sûr, je donnerais pareil. Puis je pense que c'est ça, le féminin. On n'a jamais rien eu, on n'aura jamais rien, on le fait parce qu'on aime ça. Mais je trouve que le côté argent vient chercher la performance. Ben oui, ça rend le tout beaucoup plus sérieux. Oui, plus sérieux. Puis ça responsabilise. Oui, puis je pense justement, il y a de plus en plus d'équipes qui sont vers là. Ouais. Mais même en 2024, je pense pas que toutes les équipes en D1 sont dans cette situation-là, encore moins en D2. Ouais. Puis tu vois des équipes en D2 que les dirigeants, ils s'en foutent des filles, puis il se passe rien. Puis il y en a qui vendent du rêve, des salaires, puis finalement, ils n'ont rien. Fait que oui, il y a encore une grosse différence entre D2 et D1, mais la D1 est pas autant professionnelle qu'on pense. Puis c'est dommage. Moi, je veux que ça se rende vers là. Puis je trouve l'Angleterre, eux, sont vraiment bien situés. Puis l'Espagne, je trouve que ça s'en vient vers là. Mais il y a encore 3-4 équipes en tête, puis un bas de classement un peu plus faible. Mais ça va avec les revenus, ça va avec l'argent. Clairement. Puis l'égalité. Mais la France, ça reste des équipes qui dominent, puis des équipes qui seront jamais capables de dominer si on ne fait pas de changement. Parlant d'équipes qui dominent, quand vous passez en D1 Arkema, il y a des changements un peu qui s'installent, je crois bien. Des nouvelles joueuses qui arrivent. Également un niveau qui augmente. La dynamique change, là. Oui, je pense qu'il y a un peu plus de pression qu'il faut performer en D1. L'équipe venait d'être descendue de Ligue 1 à Ligue 2 il y a 2 ans. On veut performer. Ils sont allés chercher des bonnes joueuses, c'est sûr, dont une du PSG. Tu te dis, ça va augmenter, ça va aider l'équipe, ça va amener quelque chose de bien. Est-ce que ça va vraiment aider l'équipe?
Ben, à long terme, non, mais tu te dis, ils ont pris tous les moyens. Puis ça, je trouve que c'est vraiment bien. Là. À l'été, ils ont fait leur possible pour améliorer l'équipe. Fait que oui, moi, je trouvais que ça s'enlignait bien. Mais dès le début de l'année, on a enchaîné des défaites. Fait que tu te dis, il y a besoin d'un changement, il y a besoin de quelque chose. Puis pour rester en D1, il dit en moyenne, ça prend au moins 4 victoires. Puis on était rendu au 7e match, puis on avait 0 victoire. Puis ils ont mis le coach à la porte. Fait qu'il y a un changement de coach. Mais moi, je voyais le niveau vraiment supérieur que la D2, là, ça, c'est sûr. Puis non, ça s'améliorait pas de match en match, mais tu vois quand même que le niveau est meilleur. Là. Le niveau est meilleur. Ouais. Toi, par contre, c'est un peu difficile, je pense, pour toi à ce moment-là. Est-ce que je me trompe? Ben, ils ont recruté une autre attaquante, c'est sûr. Puis là, on était rendu 3 pointes. Puis, non, c'est sûr que j'ai eu moins de temps de jeu, mais je le voyais plus pour une opportunité d'apprendre de elle, d'apprendre du niveau. J'ai jamais pensé que j'avais pas ma place, même si je jouais pas. Moi, j'aime les entraînements aux pratiques, je me donnais le plus possible. Je trouvais que je fitais, je trouvais que je méritais du temps de jeu. Si le coach m'en donne pas, je peux pas rien changer, mais je faisais en sorte que je donne le plus tout ce que je pouvais. Puis j'étais pas déçue. Au final, oui, on arrivait le samedi, je jouais pas, mais j'avais pas ce contrôle-là. Fait c'est sûr, c'est décevant, mais c'était quand même une belle expérience. C'est quoi tes options tout de même à ce moment-là? Parce que on s'entend, tu veux jouer, tu as atteint le plus haut niveau. Tu es en D1 Arkema, c'est un haut niveau. Mais bon, même défaite après défaite après défaite après défaite, puis vous ne marquez pas beaucoup de buts, on ne te fait pas jouer. Est-ce que tu as des envies d'aller voir ailleurs? Est-ce que tu as des envies de peut-être discuter avec ton agent, de voir c'est quoi tes options, de discuter avec eux? Tu n'avais pas d'agent à ce moment-là? Je pensais que tu en avais un. Okay. Non, parce que j'ai juste contacté Lynn direct. Finalement, j'ai pas eu. Non. Non, pour vrai, peut-être au mois de novembre, décembre, j'en parlais à mes parents. Qu'est-ce que je fais? Je reste-tu là? Je reste pas là? Mais ça m'est pas tant venu à l'idée d'aller ailleurs. Puis en janvier, il y a un agent qui m'a contacté de la France puis qui m'a dit on aurait une option pour toi dans une équipe de D2. Puis là, j'étais comme, ben, je sais pas. Là, je suis quand même correct avec ce que je fais, même si je joue pas. Puis là, j'ai entendu qu'il voulait recruter une autre attaquante. Là, j'ai comme, ben là, maintenant, c'est bon. Là. J'ai sauté mon tour une fois, mais pas. S'il cherche d'autres attaquantes, j'aurai jamais mon temps de jeu. Puis là, c'est venu dans les échos que je voulais partir, puis ça, je ne saurais jamais comment que ça s'est rendu aux oreilles du coach. Puis le coach a dit, ah ben si elle veut partir, elle peut partir. Fait que là, le vendredi après, je suis partie. Oh wow! Ouais. Ça s'est fait... Ça s'est fait dans une semaine. Littéralement. Oui. Puis tu repars vers Québec. Oui. Pourquoi Québec? Aussi. Pas que j'avais nulle part où aller. J'avais pas d'autres clubs L'autre que je option voyais. des deux, ça t'intéressait pas? Non. D'aller tester, faire des tests dans d'autres clubs en Europe, ça t'intéressait plus? Ben, je pense que je savais pas comment faire ou je savais pas... Je pense que c'est plus l'encadrement que j'ai pas eu. Je voyais pas, je voulais pas rester. Mais là, qu'est-ce que je fais si je joue pas? Puis aller essayer ailleurs en même temps. Je pense que c'était plus le coup du moment. Je reviens, puis je vais figure out. Ça va au Québec. Ouais. Et quand tu arrives au Québec dans ce cas-là? Ouais, là, j'ai contacté un agent. Là, tu as contacté un agent. Parce que là, à ce moment-là, quand tu reviens au Québec, pour toi, c'est pas la fin. Là. Non. C'est pas la fin. Tu veux tester encore. Tu reviens en 2019, donc tu as 24 ans. Donc, tu peux encore jouer. Et l'agent, il dit quoi? Il m'a trouvé une coupe d'équipe. Puis finalement, il y en avait une qui était pas pire avec le Danemark. Puis eux, ils venaient faire un camp en Floride pendant 10 jours avec l'équipe. Donc, on était 3, ben 2 autres, une Américaine, une Canadienne, puis moi qui venais faire un essai. Puis là, on est déjà au mois de février, puis c'était pour finir l'année jusqu'au mois de juin, puis potentiellement un contrat de 1 an après, mais c'était pour 3 mois, là, finir l'année. Puis le camp, ouais, ça se passe bien. Puis c'est comme une semi-vacance aussi. Là. Tout était payé, il fallait que je paye avec son billet d'avion. Puis l'équipe quand même jeune. Puis là,
je me voyais un peu dans le même bateau qu'en France. Les filles vont toutes à l'école, ils ont toutes 18, 19 ans. Pas tant de salaire. Puis là, je me voyais, exemple, arriver au Danemark, puis eux, ils vont à l'école. Moi, je fais quoi? On dirait que je me voyais dans un cercle comme que j'étais en France. Et j'étais comme, je suis pas sûre que je veux revivre ça. Puis il parlait pas... il parlait un peu anglais, mais il parlait pas la langue. J'étais comme, on dirait que j'étais pas 100% sûre que je voulais y aller. Puis on s'entend, il faut que tu sois 110% certain. Mais en plus, c'est 3 mois. Puis finalement, je suis juste revenue au Québec. Puis je me suis dit, il va y avoir d'autres opportunités. Puis j'ai décidé d'intégrer le semi-pro à Fabrose. C'était au mois de mars, avril. Puis après 4 matchs, j'ai fait mon ACL. Fait que là, je me suis dit, je vais rester au Québec. ACL, juste pour que les gens soient capables de bien situer, on parle d'une blessure au genou qui te tient à l'écart. Oui. Puis c'était au mois de juin, je me suis fait opérer au mois de juillet. Puis j'ai commencé le coaching. Puis je coachais à Huntsic au cégep. Puis là, mars, j'étais prête pas mal à revenir sur les terrains. Puis là, il y a eu la COVID. Fait que là, j'étais comme, je vais décider. J'ai décidé de rester au Québec. Là. Fait que sans cette blessure-là, est-ce que j'aurais... Parce que je visais peut-être la Suède. Eux, ils ont leur championnat pas mal où il y avait d'autres dates. Là. Fait que je me disais, il y avait plusieurs options pour l'été, ou fin de l'été, ou au pire au mois d'août, en France, en Suède, je sais pas trop où, n'importe où. Mais là, en restant au Québec, j'étais comme, je sais pas. Si j'avais pas eu cette blessure-là, peut-être que j'aurais rejoué à l'international. Puis, c'est ça. C'est juste des choix que je me dis, même après mon rehab, j'aurais pu repartir. Ouais. Est-ce que tu sens qu'avec du recul, peut-être, à un moment donné, ça aurait été bon de bâtir une petite équipe autour de toi, de gens peut-être un petit peu plus sophistiqués qui ont été dans le foot, des agents, des gens qui peuvent... Parce que, de ce que je comprends, tu étais quand même dans une situation intéressante à mettre. Tu étais en D1 Arkema, tu as une super bonne saison en D2. J'ai l'impression, et corrige-moi si je me trompe, mais de l'externe, ce qui te manquait, c'était peut-être juste un petit peu d'aide, de comprendre la dynamique européenne, parce qu'une joueuse comme toi a encore énormément de potentiel. Tu es jeune à ce moment-là. T'as raison. Je pense qu'avec un encadrement, ou peut-être me diriger, c'est pas grave, ton genou, ça arrive trop souvent maintenant. Mais après, tu peux recommencer, on va t'aider, on va t'encadrer. Je pense que c'est plus l'effet que je t'ai laissé à moi-même, je prenais mes décisions, puis c'est ça que je vais faire. Mais je pense que oui. Je pense que ça leur a aidé. Ça leur a aidé. Peut-être un petit coup de pouce pour me dire, non, t'es capable, retourne. Voici des options, on a travaillé pour toi dans le c'est sûr que des fois, je me redis, j'aurais dû retourner. Oui. Mais bon, écoute, bien entendu, une belle carrière tout de même à l'international, une belle carrière aux universités américaines avec l'équipe canadienne en junior. Tu reviens en Ligue semi-pro. Je pense qu'avec Blainville, vous avez eu quelques titres assez intéressants, si je ne me trompe pas. Oui. Fait qu'en 2020, j'ai rejoint l'équipe. La COVID au mois de mars, ça a repoussé la saison, puis on a juste eu 4 matchs dans cette saison-là, mais on l'a quand même gagné. Puis 2021, je pense que c'était pas encore 100% normal. On était encore un mini-confinement, puis il y avait moins de matchs, plus restreints. Mais on a réussi à avoir une saison presque complète, là, je pense en 10 puis 15 matchs, me semble. Puis on a encore gagné. Fait que ça fait quand même beaucoup. Merci. Puis on avait une belle équipe. On était vraiment bonne. Puis en 2022, ils ont intégré Coupe du Québec puis Championnat canadien. Fait que ça donnait un plus gros enjeu que juste jouer des matchs, puis à la fin, il se passait rien. Puis on a réussi à gagner la Ligue, gagner la Coupe du Québec, puis gagner le Championnat canadien. Puis il y a des équipes de Vancouver, Ontario. Fait que c'est le fun de voir que ça évolue au Québec. Puis même en situation de pandémie, on a réussi à voyager, à jouer des matchs. Fait que 3 super belles années de victoire. Ça a fait du bien. Ça clôture bien quand même le tout. Tu sais. Bien entendu, tu joues encore aujourd'hui. Tu as été stoppé dans les dernières années à cause des blessures, certes, mais
ça clôture bien le tout de se dire, tu as eu cette carrière, comme on l'a mentionné, université américaine, équipe canadienne à Metz, et tu es capable d'enchaîner des belles victoires en Ligue semi-professionnelle. Parlons peut-être un petit peu du foot féminin en général. Est-ce que tu suis un peu? Oui. Quelle ligue tu suis beaucoup? NWSL, puis Angleterre, la France. Angleterre. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans les ligues? Je trouve la médiatisation, comme le fait des filles que j'ai joué avec, des amis, ça aurait pu être moi, il y a 10 ans. Je trouve que c'est le fun de pouvoir voir et que les filles aient la chance d'être vues sur les réseaux sociaux, qu'ils battent des records d'assistance au match. Je suis allé voir un match des femmes à Barcelone, le stade, 91 000 personnes, c'est un truc de fou, là. Mais, tu sais, c'est le fun qu'on en parle, wow, des records, mais à un moment donné, on n'en parlera même plus parce que chaque match... exactement. Mais on est dans la phase que le sport féminin a vraiment une bonne évolution. On le voit dans la WNBA, dans le WPHL, puis là, avec la ligue qui a été annoncée, NSL, pour l'année prochaine, tu te dis comme on est à la bonne place. Là, comme le Canada est en bonne main, le soccer féminin est en bonne main. Puis, c'est le fun. C'est sûr, j'aurais aimé participer comme... Tu me donnes ça il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'est sûr, je suis là, mais il y a un chemin à tout, puis je trouve que le soccer féminin a évolué à pas de géant là, dans les dernières années. Puis ce que j'aime le plus, justement, c'est les filles ont un salaire, les filles sont bien vues. Comme c'est plus genre les filles ou les gars, c'est le foot en général. Là, comme c'est le fun de plus avoir à se battre. Là. Exact. Mais ça, c'est une génération après l'autre. Marinette Pichon qui venait sur le podcast, qui nous expliquait le travail qu'elle a fait, elle a eu uniquement la chance d'avoir une année en professionnel. Après, malheureusement, ça le fait faillite. Tu as fait ton travail avec ta génération. Ça l'aide la génération un petit peu des années 2000 qui sont en train de jouer en ce moment. C'est beau au moins de voir l'avancement de tout ça. Et je pense que on est sur la bonne voie. Ça va continuer comme ça. J'en ai pas trop parlé, mais on changeait des Comètes de Laval. Oui, effectivement. Quand j'avais 17 ans, il y avait une ligue semi-pro qui appelait au Canada, puis c'était la plus grosse ligue Canada-États-Unis, la USL, puis Women's League. Puis moi, j'étais encore jeune, mais j'étais sur l'équipe réserve. Puis après ça, j'ai intégré l'équipe à 18 ans. Puis la ligue, elle a fermé en 2015. Puis elle se revient en 2024. Donc, juste de voir l'évolution que la ligue avait fait faillite. Puis là, elle revient, comme il y a encore plus d'opportunités que là, les filles, il y a plusieurs Canadiennes qui viennent de signer justement USL pour l'année 2024. Tu te dis, avant, c'était juste NWSL en Amérique du Nord. Sinon, il fallait que tu ailles en Europe. Fait que là, tu as une deuxième ligue aux États-Unis. Tu as la NSL l'année prochaine. Ça donne plus d'opportunités aux filles. Il y a des chemins qui se tracent. Là. Il y a des chemins qui se tracent pas juste aux États-Unis, mais au Canada. En Europe, comme tu le mentionnais, avec les ligues anglaises. Il va y avoir la professionnalisation de la Ligue française également cette année. Donc, vraiment, il y a de l'évolution. Et avec tout ça qu'on a devant nous, Valérie, quels seraient les conseils, avec la belle carrière que tu as eue, que tu donnerais aux gens qui nous écoutent, aux jeunes qui nous écoutent, aux jeunes joueuses qui nous écouteront aujourd'hui, qui veulent avoir une carrière dans le foot comme la tienne? Quels seraient les conseils que tu leur donnerais? Peut-être si tu en avais 3 à leur donner pour avoir une carrière professionnelle. Je pense, s'informer. Je trouve avec la télé, on est capable de voir beaucoup plus de soccer qu'avant, puis pas juste masculin, mais féminin. On est capable, avec les réseaux sociaux, d'aller voir c'est quoi l'université, c'est quelle équipe, c'est quoi le chemin à faire. Puis plus comme, si c'est ça que je veux faire, je fonce. Mais si aussi tu sais pas quoi faire, ben tu peux voir qu'il y a beaucoup de filles qui ont passé par là, qui ont pas passé par là. Je trouve qu'il y a une vision globale il n'y a pas un parcours atypique. Puis d'autres conseils, c'est s'écouter. Moi, on me disait de faire ça, je le faisais, mais si ça ne te tente pas, fais-les pas. Je trouve que des fois, il y a des coachs qui vont peut-être trop pousser les talents, puis ça va les casser. Puis il y en a qui vont pas être assez poussés, puis ça va mener nulle part. Mais au final, il n'y a pas de chemin parfait. Puis tu peux être épanoui en ayant joué
telle ligue, là, ça veut pas dire que t'as pas joué pro, que t'es pas bonne. Puis tu peux toujours revenir vers ce que tu veux faire. Mais je pense que c'est dès le jeune âge de s'amuser, prendre plaisir. Puis la compétition viendra. Comme, bien sûr. Tu profiteras de la compétition, mais si t'as pas de plaisir, ça aidera pas. Mais c'est de coacher, de voir des jeunes maintenant, je trouve qu'ils ont une belle vision devant eux. Puis plusieurs parcours qu'ils peuvent suivre, des modèles. Moi, quand j'étais jeune, j'avais pas tant de modèles. Oui, Saint-Clair, Martha, Alex Morgan. C'est quoi d'ailleurs de jouer avec Saint-Clair? Parce que tu as joué contre elle un peu en équipe nationale quand vous avez des entraînements. C'est gros. C'est forte. Ouais, ben, j'ai l'impression que tout le monde disait ça de elle, mais je l'ai vécu vivre avec elle pendant 2 semaines, puis elle a une bonne présence. Elle dit pas beaucoup de choses, mais quand elle en dit, c'est super important. Tout le monde la respecte, tout le monde la voit de haut, puis avec raison. Je trouve que c'est l'emblème du foot féminin. Puis je pense qu'on en a besoin d'autres comme elle, mais il nous manque d'autres modèles plus jeunes, puis je trouve qu'il y en a, mais pas assez vus. Puis je trouve qu'elle a justement mis le Canada sur la map. Là, puis oui, maintenant elle est plus vieille, mais tout le monde la connaît. Là, tout le monde sait c'est qui, puis on espère qu'il va en avoir d'autres comme elle. Effectivement. Valérie, ça a été fascinant de discuter avec toi aujourd'hui. Félicitations pour ta belle carrière. Je suis convaincu que ça va te donner des souvenirs incroyables pour le reste de ta vie et ça va inspirer également la prochaine génération à essayer de suivre tes traces. Donc, félicitations pour tout ça. Et pour les gens qui nous écoutent, bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Histoire de foot.